Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique et une fois par mois, grâce aux équipes d'Altéis, by Yomoni, nous faisons un point sur l'actualité de l'industrie ETF. Olivier Malteste à mes côtés, bien sûr, le directeur des investissements d'Altéis. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bon, avant de parler de l'actualité de l'industrie, votre actualité, parce que j'aime bien ces moments. Donc, alors, Yomoni ou Altéis, je ne sais plus comment dire, parce que là, vous faites, c'est un nouveau coup de pub. Donc là, c'est Yomoni, forcément. Donc il y a eu moi j'aime bien analyser l'enjeu stratégique d'un coup de pub. Donc le coup de pub, désolé pour l'expression, mais il y a eu Paul Naref. C'était quoi, il y a 2 ans maintenant? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et donc là, c'est Florent Manodou. Et là, c'est Florent Manodou. Qu'est-ce que ça nous dit de l'étape à laquelle vous vous trouvez chez Yomoni et de ce moment un peu stratégique où après Paul Naref, on a envie de sortir Florent Manodou pour faire la promotion de la plateforme? On peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Et en fait, pour nous, c'est la continuité. C'est-à-dire que ce qu'on voulait montrer avec Michel Polnareff, c'est qu'il fallait s'occuper de son épargne et que si Michel Polnareff s'était occupé, nous avait connus, il n'aurait pas eu besoin de faire notre publicité. Si j'avais connu les solutions d'épargne de Yomoni, j'aurais pas eu besoin de faire de la publicité. C'était vraiment l'idée qu'il faut épargner, il faut s'y mettre. Et là, on est dans la deuxième étape avec Florent Manodou. C'est plutôt, maintenant que je sais que je m'y mets, c'est comment je m'y mets. Ouais. Et Florent Manodou, qui est évidemment un très très grand champion sportif et qui l'a pour l'instant. Donc je me jette dans le grand bain, quoi. Et c'est surtout je me jette, moi qui suis habitué en fait à y aller par moi-même, à vraiment faire des longueurs. Là, je sais pas si vous avez vu la publicité ou quand vous la verrez, mais je me fais porter, je me fais aider et pour gérer mon épargne, je me fais assister et je me fais, j'ai autre chose à faire et c'est la décharge mentale, c'est la décharge et c'est le fait de se sentir maintenant que c'est la première étape, c'était vraiment dire il faut prendre conscience et je pense que maintenant pratiquement tout le monde a pris conscience qu'il fallait s'occuper de son épargne et donc c'était un peu l'allégorie de la cigale et la fourmi. Et donc voilà. Et après, c'est une fois qu'on a pris conscience, c'est comment on fait. Mais ça veut dire qu'il y a un moment clé entre la prise de conscience et le passage à l'action. Et qu'il peut y avoir un délai important entre les deux. Enfin, en tout cas, que cette période-là, cette période avant l'activation, avant l'entrée en action, c'est une période pendant laquelle il faut aussi accompagner en fait la personne. Oui, alors il y a les deux choses. Il y a pour le cas de Florent Manodou, c'est après la carrière vraiment sportive. Comment est-ce que je gère mon argent? Comment est-ce que j'arrive? Voilà. Et donc il y a un besoin évidemment plus important à ce moment clé. Mais en fait, on perçoit ce qu'on perçoit par le biais des volumes, ce qu'on peut voir par l'AMF et ainsi de suite, c'est que les particuliers se mettent de plus en plus à épargner. Le taux d'épargne en France n'a jamais été aussi important. Donc ça, on a l'impression que la première étape, les gens en ont conscience. On sent une inquiétude sur la retraite. Enfin, on sent tout ça. Et après, une fois qu'on sait qu'il faut le faire, c'est comment on le fait. Est-ce qu'on le fait par nous-mêmes? Est-ce qu'on y passe du temps? C'est vraiment ça. Nous, on est là pour le délégataire rationnel, pour éviter la charge mentale et ainsi de suite. Et donc, on fait vraiment de la gestion pilotée. On est vraiment sur ce panel-là, beaucoup plus que la gestion libre, même si on en propose. C'est vraiment ça notre offre de service depuis la création de Yomoni. Et donc, c'est la deuxième étape et c'est l'idée de faire l'allégorie entre Florent Manodou et puis les équipes de Yomoni, personnifiées par les gens qui viennent l'assister dans ce métier. Donc, c'est vraiment cette recherche. Et il y a une continuité qui n'est pas forcément évidente au premier regard, mais dans cette démarche, il y a vraiment cette idée. Bon, nouveau coup de pub donc de Yomoni. Revenons alors à ce qui nous anime depuis plusieurs années maintenant, chaque mois, Olivier. Mais prenons juste un peu de distance, ou sur le premier semestre, ou sur le trimestre écoulé. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, là, vous, en tant que directeur d'investissement d'Altéis, sur le fonctionnement et l'actualité, les tendances de l'industrie ETF? Ce qui a retenu notre attention sur les 6 premiers mois, c'est d'abord 3 choses. C'est d'abord le nombre d'ETF nouvellement créés. On a créé sur les 6 premiers mois 250 nouvelles stratégies sous format d'ETF, donc ça fait un peu plus de 40 par mois. Donc on voit qu'il y a énormément d'ETF qui se créent. On le voit tous les mois ensemble. Et donc ça, c'est à la fois une bonne chose, parce que ça veut dire que ça se diversifie. Et puis c'est aussi un piège dans le sens où c'est de plus en plus complexe pour certaines stratégies. Donc ça demande de plus en plus d'y passer devant. Et on reste toujours dans le même thème, mais c'est qu'on peut le faire tout seul, on peut regarder. Il faut faire attention quand même, comme dans tout investissement, sur quoi on achète. Et là aussi, le fait de se faire accompagner peut aider, parce que c'est du travail. On en a parlé ensemble sur SpaceX, en fonction des indices et tout. Et les ETF, du coup, il y a de plus en plus. La gamme s'élargit, c'est bien pour les allocataires, mais il faut regarder exactement ce qu'on achète. Des produits complexes. Exactement, ça devient de plus en plus des produits complexes. La deuxième, c'est un retour de l'ESG. On le verra aussi sur le mois, mais globalement, les flux reviennent. On n'est pas sur une explosion comme on avait pu avoir jusqu'en 2022, globalement, mais on est sur des parts de marché qui reviennent au niveau, des collègues qui sont l'ordre de 20% depuis le début de l'année. Donc, c'est la fin, pour l'instant, en tout cas, c'est le point qu'on a vu, c'est la fin vraiment de la disparition ou de la perte des parts de marché sur l'ESG. Les flux reviennent sur le premier semestre. Et le dernier, évidemment, c'est les ETF actifs.
Pas forcément en volume, ça dépend des mois, c'est assez volatile. Néanmoins, en termes de création d'ETF, on voit que les ETF actifs, c'est quand même particulièrement actif, c'est le cas de dire. Depuis le début du semestre, on voit que ça s'accélère. C'est vrai qu'il y a une croissance. On voit en collecte, ça commence à se voir, mais c'est pas non plus, mais c'est vraiment en création de nouvelles. Est-ce que toutes ces tendances se poursuivent au second semestre? Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques embryonnaires qu'il va falloir regarder sur la deuxième partie d'année? C'est quoi vos... Nous, on fait 3 prévisions. On se mouille, c'est le cas de le dire. On reste dans la... C'est le job. Et donc, on se mouille, on pense que les ETF actifs, ça paraît facile, vont continuer, mais surtout, on pense qu'on va avoir des nouveaux noms qu'on n'attend pas sur les ETF actifs. Des gens qui se sont opposés historiquement aux ETF. Je ne citerai pas de nom, mais là, on attend avec impatience. Sociétés de gestion de conviction, comme on dit. Exactement. Donc, ceux qui étaient vraiment opposés, on pense qu'ils vont venir sur le semestre et ça va surprendre globalement. La deuxième, c'est qu'on pense qu'en termes d'élargissement, ce qui nous paraît intéressant, c'est que les ETF vont aussi beaucoup plus travailler sur la méthode d'allocation. Globalement, on l'a vu, il y a beaucoup de prémices sur l'equally weighted, ça fait longtemps que ça existe, sur les approches en PIB et ainsi de suite, mais que ce soit sur le côté par des actions US, par des valeurs technologiques, on pense que tout ça va continuer de se développer, ce qui va rajouter de la complexité, c'est sûr, mais aussi apporter des nouvelles briques pour les allocataires. Et la dernière, peut-être la plus surprenante, celle sur laquelle on se mouille le plus, c'est qu'on pense que l'ESG va redécoller, va réaccélérer. C'est pas juste l'histoire d'un semestre, c'est un comeback. Là. Et en fait, on pense que c'est pas les effets canicules, on pense plus sur le thème de la souveraineté. Ce que nous apprend aussi le Détroit d'Ormuz et nous a rappelé, c'est que si on fait de l'énergie renouvelable c'est beaucoup plus sur notre sol. Et donc, si on veut être souverain au niveau énergétique, on pense que ça peut être une tendance qui pourrait émerger. Et donc, l'ESG aussi. C'est un nouveau moteur pour l'ESG, c'est ça. Avec le driver de la souveraineté désormais. Exactement. On pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à garder. Bon, si on se focalise sur notre mois écoulé, le mois de juin, rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'on reste sur un niveau de collecte? Oui, j'ai l'impression assez solide. On a après les mois d'avril, on a eu le mois de mars. C'est le mois de mars qu'on a vraiment eu un trou. Et depuis, on a l'impression qu'on est habitué aux presque 40 milliards ou 40 milliards tous les mois. Là, on est à 39 milliards ce mois-ci. Donc, ça fait 225 depuis le début de l'année, plus 40%. Par rapport au record de 2025. Donc, tout se porte bien. Malgré le petit trou en mars, on est à plus 40%. 31 milliards sur les actions, 8,5 sur les obligataires et 1 milliard de rachats nets sur les matières premières. On est à plus 44% en rythme sur le semestre sur les actions et plus 55 sur le marché obligataire. Donc, ça collecte très très bien. C'est très robuste. Il n'y a pas de question. Sur la partie action, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, Olivier. Comment les 31 milliards se décomposent là sur le mois de juin? Donc c'est toujours très global, ça c'est toujours sur les ETF, il y a beaucoup d'expositions globales. Les US, 13 milliards pratiquement, donc reviennent très très fort, ça fait plusieurs mois. L'Asie et les émergents ensuite continuent de collecter et on a encore un mois de rachat sur les actions européennes, environ 2 milliards de rachats sur le mois. Donc on a eu 3 premiers mois où on a eu même des décollectes par moment sur les actions américaines. Ensuite il y a eu la rotation et ça continue, même si les performances des actions européennes ont été meilleures sur le dernier mois. On a vu de la décollecte côté actions. Côté thème, pas value, mais size et small cap essentiellement sur le mois. C'est là où ça a collecté le plus. La tech aussi est revenue globalement de manière très importante. Et ce qui a décollecté plutôt, c'est l'énergie et puis justement les values qu'on décollecté globalement sur le mois, sur le côté action pour aller vite et se concentrer sur les flux. Ouais. Bon, sur les flux ESG, alors venons-en aux flux ESG, effectivement. Mais là, avec la série historique que vous avez sur plusieurs années, oui, on voit le point d'inflexion. On voit que ça s'infléchit. Un mois ou deux, on le voyait pas. Là, on commence vraiment à le voir. Oui, parce qu'en gros, les encours, c'est environ à 20% en ESG. Donc, en ESG, c'est article 8, article 9 au sens large. On n'est pas puriste à avoir regardé uniquement l'article 9. Et là, on a 21% des flux sur les ETF actions et obligataires qui se sont répartis sur l'ESG. Donc, légèrement au-dessus. Donc, on voit l'inflexion. 18% sur les actions, 34% sur les obligations. Et donc, on voit ce retour des flux globalement sur l'ESG. Donc, on va voir si ça continue. Nous, c'est notre prédiction. Mais en tout cas, c'est un retour depuis le début de l'année. Et on l'a vu aussi sur mars, quand les flux étaient un peu moins forts, c'était resté de manière un peu plus importante sur l'ESG. Donc, non, mais à surveiller au second semestre. L'ESG n'est pas mort. Le retour même, le comeback de
de l'ESG. Sur les émetteurs, est-ce qu'il y a des choses particulières à dire? Parce qu'il nous reste 2 minutes, non, Olivier. Sur les émetteurs, c'est un trimestre à émetteurs américains. BlackRock, comme souvent, et pratiquement tout le temps. Vanguard, ensuite, et State Street avec SPDR. Donc, c'est les 3 plus gros émetteurs. Ensuite, Xtrackers et Amundi. Donc, voilà pour les flux. En termes d'encours et de répartition, ça bouge pas énormément. Hein. Ça bouge un petit peu, mais ça ne sont pas non plus énorme. Peut-être juste sur les lancements, 30 lancements globalement. Donc, c'est un peu moins que d'habitude, mais c'est quand même relativement costaud. Dans ce qui m'a... Donc, 25 actions, 5 obligataires, toujours de l'ESG aussi, toujours de l'actif. Ce qui m'a un petit peu attiré, 2 choses peut-être sur l'action. Dans l'élargissement des gammes, Pictet est arrivé avec 4 ETF actifs. Et donc ça, c'est pas les seuls, mais dont le moteur d'allocation est fait par de l'intelligence artificielle. Donc, à regarder, est-ce qu'on sera bientôt remplacé par l'intelligence artificielle? Il n'y a pas de gérant, là, sur la... il doit y en avoir un, je pense, qui contrôle. Mais en tout cas, les moteurs d'allocation, les signaux sont donnés vraiment par l'intelligence artificielle. Et BNP, là aussi, ça montre la complexité de l'ETF, qui vient sur un long short. Ah oui. Long short action européenne, grande et moyenne capitalisation. D'ETFiser des stratégies long short? Non, il y en a ça déjà existait eu. déjà. Il y en a déjà eu. On a même essayé de faire des réplications de hedge funds, ce genre de choses. Donc voilà, mais je trouve que c'est assez. Ah oui. Parce que c'est quand même BNP qui, au niveau ETF, est très... On a compris ESG. que l'ETF devenait une simple enveloppe et qu'on allait essayer de pouvoir mettre tout un tas de stratégies, parfois complexes, dans cette enveloppe ETF. On a même vu des produits structurés sous format ETF. On voit énormément de choses arriver. Et donc, je trouve que c'est assez symbolique, parce que c'est BNP quand même, donc c'est un gros acteur. C'est pas un gérant de conviction qui vient lancer son ETF. C'est BNP en tant que gérant indiciel, habituellement. Donc là, ce sera de l'actif. Mais voilà. Un mot du positionnement là pour les clients de Yomoni ou d'Alteis qui s'interrogent avant l'été. Qu'est-ce que vous avez pu bouger ou pas d'ailleurs dans les portefeuilles, dans les stratégies, Olivier? On vient de tenir un comité d'investissement sur lequel on a essayé de remettre un petit peu de risque sur les diversifiés. Donc nos profils complètement actions sont toujours investis complètement en actions. Et on a remonté, du coup on était à 45 sur un profil équilibré, normalement 50-50 sur du long terme. On est repassé à 47,5. Donc c'est modeste, mais on s'est dit que c'était le moment avant les résultats potentiellement de reprendre un petit peu de risque en restant quand même prudent. Et on l'a fait surtout en rajoutant du coup un pari sectoriel sur la santé qu'on avait longtemps eu, et on se dit, voilà, ça va diversifier un petit peu le portefeuille globalement. Nous, on attend toujours et on croit toujours que c'est l'un des domaines sur lesquels l'intelligence artificielle devrait porter ses fruits premiers. Et donc voilà, et puis on reste toujours, nous, surpondérés sur les actions américaines par rapport aux actions de la zone euro notamment. Et on attend de voir ce qui se passe. Évidemment, on ne peut pas prévoir ce que fera Donald Trump et ce que donnera le conflit. Mais on reste prudent, mais on a remis un petit peu de risque globalement en se disant qu'on allait rentrer dans un scénario micro. Exactement, et on pense qu'on aura des bonnes nouvelles. A été effectivement d'excellentes factures. On aura les résultats qui commenceront à monter en puissance à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier Maltès, directeur des investissements d'Alteis.